Alors, plusieurs d'entre vous savent déjà que je m'intéresse à la plateforme politique du Parti citoyen au pouvoir du Québec. Et dans leur plateforme, il y a un aspect qui va vous intéresser aussi, j'en suis certain. C'est l'aspect de la santé. Eux autres, ils ont comme thème en finir avec la pénurie. Dieu sait qu'on veut au Québec que les gens soient le plus en santé possible, bien qu'on soit tous conscients que la santé, c'est à quelque part une responsabilité individuelle autant que collective. Mais quand on fait tous les efforts individuellement, puis on a quand même des problématiques, il faut que socialement, on soit capable de se serrer les coudes et d'arriver à aider la personne autant que faire se peut. Donc, dans la plateforme, il y en a qui n'ont pas la chance d'aller la lire tout de suite. Donc, si vous voulez, je vais vous faire un petit aperçu des 8 points principaux de la plateforme de citoyens au pouvoir au niveau de la santé. On va commencer tout de suite avec le premier. On va y aller avec quelque chose qui parle des gens qui nous arrivent ici et qui ont besoin d'intégrer la société avec ce qu'ils ont de mieux à offrir. Puis vous allez voir, des fois, s'ils ont des qualifications pour des pratiques médicales dans leur pays, c'est pas reconnu ici. Donc, le premier point, superviser l'intégration rapide des migrants. S'ils viennent travailler dans le public pour une période minimale de 5 ans après l'examen final d'acceptation. Harmoniser les critères de reconnaissance professionnelle, la réciprocité des titres professionnels. J'aime bien le mot réciprocité. Hein? Si on reconnaît ici, il faut que de l'autre côté, ils reconnaissent les nôtres aussi. Dans le domaine de la santé. C'est sûr qu'il y a de l'amélioration à faire de ce côté-là. Je pense qu'il y a des chantiers qui ont déjà été commencés, mais ce serait peut-être de les faire avérer, de les concrétiser. Donc, encore une fois, rappeler que dans un parti comme Citoyen au pouvoir, c'est de la démocratie directe. Donc, c'est vous qui allez pouvoir voter sur ces enjeux-là. Vous allez pouvoir débattre, vous allez avoir des outils pour rechercher les meilleures pratiques, pour finalement prendre des décisions qui, socialement, sont les plus constructives possibles. Donc, le premier point, lorsque quelqu'un arrive ici, être cohérent avec les formations qu'il a, mais être également capable de se respecter pour que ça vienne atteindre nos niveaux de qualité, nos standards à nous. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. Le deuxième point, c'est un moratoire de 4 ans sur le salaire des médecins, soit le temps où CAPDQ sera au pouvoir. Les médecins sont capables de se débrouiller même s'ils n'ont pas d'augmentation de salaire dans les 4 prochaines années. Ils ont déjà des rémunérations avantageuses. On ne veut pas, je pense, personne dans la population empêcher un médecin de se réaliser pleinement, mais la plupart sont capables financièrement de boucler leur fin de mois correctement. Donc, je pense qu'il y a une discussion à avoir sur la rémunération des médecins. Je ne pense pas que ça devrait se faire dans un vase clos entre médecins, entre lobbies d'intérêt privé puis des politiciens. Ça devrait se faire dans la population. C'est un sujet qui concerne tout le monde puisque ces salaires-là sont payés par des gens comme vous. Qui avez à cœur votre santé, mais aussi à cœur d'avoir une forme de cohérence au niveau des montants qui sont payés. Donc, c'est une discussion à avoir. Puis, comme toute chose en démocratie directe, on aura l'occasion de voter et d'aller vers le meilleur intérêt des gens. Et des médecins aussi. Je pense que tout le monde travaille dans leur intérêt aussi. On est une grande équipe, mais il y a comme 4 ans de moratoire sur les salaires des médecins. Ce sera peut-être la chose qui va calmer le jeu à ce chapitre-là. Le troisième point, c'est la mise en place de clauses contraignantes en contrepartie d'une formation universitaire à faible coût. Là, on parle des étudiants en médecine au Québec, des étudiants qui ont passé des années à étudier la médecine aux frais largement des contribuables. Donc, il y a eu un sacrifice qui a été fait de la part de la population. Puis, quand on voit ces médecins-là partir pour d'autres cieux plus engageants à l'extérieur du Québec, c'est frustrant. Alors, dans le point 3, ils disent un remboursement total des frais de formation, des intérêts et une pénalité pour tous les médecins allant pratiquer ailleurs qu'au Québec avant une période de probation de 10 ans. Je pense que c'est un juste retour des choses. Sinon, si la personne veut vraiment aller ailleurs, puis l'autre hôpital veut vraiment les embaucher à New York ou qu'importe, ils paieront la pénalité, puis au moins la société québécoise n'aura pas été pénalisée pour le fait d'avoir autant mis d'argent sur une personne qui décide de nous laisser tomber et de partir ailleurs. Donc, au moins, il y aura une forme de justice là-dedans. Le quatrième point, ça, vous allez l'aimer, c'est certain, parce que tout le monde est soit quelqu'un qui prend des pilules ou qui a des gens dans sa famille ou dans son environnement qui en prend. Donc, tout le monde est impacté par ça. C'est la création de Pharma Québec.
un comité permanent réglementant l'achat et la vente de médicaments au Québec. Vous le savez que certains médicaments exagèrent, ils forcent la note, les montants sont très élevés, ça limite l'accès aux médicaments et ça met en danger la vie de certaines personnes qui auraient besoin de ces médicaments-là. D'autre part, j'ose espérer, puis ça, c'est pas écrit dans la plateforme de nos de citoyens au pouvoir du Québec, c'est simplement que présentement, on a une médecine allopathique qui travaille beaucoup avec les molécules isolées, les molécules brevetées des médicaments qui se vendent derrière un comptoir dans nos pharmacies ou dans nos hôpitaux, dans des salles fermées. L'idée, c'est qu'il y aurait peut-être avantage à réintégrer une médecine plus holistique, plus naturelle, plus alternative. Si ça fait du bien aux patients, à quelque part, il ne faudrait pas se fermer des portes non plus. Puis quand on dit sauver de l'argent, bien, actuellement, on est beaucoup en mode réaction, ce qui fait qu'on a besoin de médicaments qui coûtent autrement plus cher. Mais si on était en mode prévention, peut-être que ces mêmes traitements médicaux par type de pilule nous coûterait immensément moins cher dans un mode de prévention. Donc, il y a toutes ces choses-là, selon moi, à revoir. C'est pas du tout marqué ça dans la plateforme de Citoyens au pouvoir, mais moi, dans mon idée, c'est le genre de choses que Pharma Québec devrait avoir dans son mandat, de vouloir améliorer la santé des gens via toutes les méthodes qui sont logiques pour le faire. Les pilules, ça n'est une, mais en même temps, si on peut travailler un aspect plus de prévention, ce serait génial. Puis je pense que Pharma Québec pourrait avoir une vue à vol d'oiseau quand même plus large de cette problématique-là. Puis le mandat de Pharma Québec serait de nous faire épargner tout en nous donnant accès le mieux possible aux médicaments dont les gens ont le plus besoin. Le point 5, très, très important. Tout le monde qui parle de santé publique et universelle sait qu'il y a malheureusement des endroits où ce n'est peut-être pas si universel que ça et que ce n'est peut-être pas aussi gratuit qu'on le penserait. Donc, le 5e point, retour à une médecine publique et gratuite. Médecine publique sera 100% publique et la médecine privée sera 100% privée. Ça fait du sens, c'est logique. D'hybrider les deux actuellement, on a tendance à finalement financer quelque chose de privé, ça fait pas tellement de sens, ne serait-ce qu'en prêtant des médecins qui devraient se consacrer d'abord à leur mission dans le système public au Québec. Donc tout ça, c'est une grande discussion et je crois qu'un retour à une médecine publique et gratuite, ça vient rejoindre un peu l'objectif universel qu'on s'est tous un peu donné en appuyant ce système de santé-là. Un autre point, très important, majoration importante du crédit d'impôt pour les contribuables qui prennent en charge une autre personne. On connaît tous des aidants naturels. Et c'est triste de voir à quel point ils vont consacrer leur vie à aider autrui, mais à quelque part, ils sont très limités au niveau financier quand ils n'ont pas déjà une rente ou qui n'ont pas déjà des moyens financiers par un héritage ou quelque chose comme ça. Donc, ça continue en disant un aidant naturel reçoit présentement en retour d'impôt 1 500 $ annuellement. Je pense qu'en tant que société, on est capable d'être plus cohérent avec le besoin en service que ces aidants naturels-là peuvent amener. Ça leur ferait à eux une capacité financière accrue pour mieux s'occuper du patient, mais aussi pour avoir une vie à travers tout ça. Là, parce qu'actuellement, trop souvent, on voit des gens qui perdent leur vie à essayer de faire survivre un proche pour toutes les bonnes raisons du monde, mais en même temps, en tant que société, il faut que tout le monde soit capable de respirer un peu. Là. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il y a une bonne discussion à avoir aussi. Le 7e point, et non le moindre, surveillance accrue des résidences de personnes âgées, les CHSLD, les soins, la nourriture, etc. Obligation de divulgation de maltraitance de tout genre. On parle de santé ici. Moi, j'irais plus loin que les CHSLD. Je mettrais les services de garde pour les enfants, je mettrais les services d'accompagnement dans les écoles primaires, secondaires. On a tous les services de garde là aussi. Et puis plus tard aussi, en société en général, partout où on accueille les gens et qu'elles sont d'une manière ou d'une autre en situation de vulnérabilité, je pense que le fait d'avoir une surveillance accrue fait du sens, que ce soit via des ombudsmen, que ce soit via des systèmes qui finalement permettent aux gens de se réaliser sans avoir à toujours avoir une ligne narrative de stress intense. Ça ferait beaucoup de bien. Parce qu'actuellement, on voit des employés qui n'ont pas assez de temps pour s'occuper des patients. On voit des patients aussi qui parfois ne sont pas commodes et ils ont le même temps alloué que quelqu'un qui est commode. Donc ça peut provoquer des situations qui créent des stress qui parfois se transfèrent avec des formes de violence psychologique, physique.
et autres. Donc, il faut voir à la surveillance accrue. Et selon moi, oui, les CHSLD, c'est effectivement des endroits, les résidences de personnes âgées aussi, mais ça devrait toucher toutes les clientèles vulnérables, en guillemets, de la société. Simplement avoir une gouverne qui nous permet de dormir le soir. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui font recours à des caméras, puis on ne devrait pas avoir à en arriver là. On devrait avoir un niveau de confiance qui est plus élevé. Il y a tellement de monde qui font un boulot exceptionnel dans tout ça, dans tous ces réseaux-là, autant les personnes âgées que les enfants à l'école. Il faut donner des ailes à ces gens-là, leur donner des moyens d'être des leaders dans leur domaine pour inspirer ceux qui, pour toutes sortes de raisons, commencent à manquer d'inspiration. Il faut rappeler que tout ça, c'est une vocation autant que c'est un travail. Alors, travailler sur la surveillance accrue, moi je pense que le Parti citoyen au pouvoir va dans la bonne voie. Le dernier point qu'ils ont noté dans leur plateforme, c'est sûrement pas le seul à discuter au cours des 4 prochaines années dans un mandat de citoyen au pouvoir, advenant qu'il soit élu, parce que c'est pas encore fait. Ça vous appartient lors d'un scrutin comme celui du 1er octobre 2018. Le 8e point, consultation en continu des premiers intervenants. Entre parenthèses, on marque médecins, infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, ferme la parenthèse, dans nos hôpitaux pour une réforme du système de santé. Bon, les mots comme réforme, c'est dangereux parce que souvent, ça implique que ce qui est là ne marche pas, mais on peut observer qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du système de santé qu'il y a des choses qui, de toute évidence, ne sont pas très fluides. Si on pouvait éliminer une grosse partie du red tape, si on pouvait redonner le micro aux gens qui sont sur place, et qu'on soit finalement cohérent avec le temps accordé aux patients. Autrement dit, des gens qui sont toute la journée avec puis qui ne sont pas médecins, n'ont pas d'influence autant que le médecin qui est là pendant 30 secondes pour remplir un papier puis repartir. Bien, on sent que la collégialité manque. Et je pense que les médecins eux-mêmes sont les premiers à trouver ça plate de ne pas pouvoir passer tout le temps qu'ils voudraient pour des problématiques qui souvent sont uniques ou complexes ou mal comprises ou mal documentées. Puis en travaillant en équipe, je pense que c'est un peu ça que Citoyens au pouvoir parlait de réforme du système de santé. Une réforme, moi je la mettrais une réforme soft, dans le sens que déjà de redonner le pouvoir aux intervenants sur le plancher, ça va beaucoup changer la donne. Actuellement, c'est très triangulaire. Les gestionnaires ont tous les pouvoirs et les gens à la base qui sont tout le temps avec les patients finalement, en ont très peu ou de manière très limitée ou souvent sont obligés de prétexter de l'épuisement, des griefs, des situations exceptionnelles pour finir par être entendus, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc actuellement, on a des opportunités, à mon sens, d'améliorer un système qui a des choses qui vont quand même bien, mais il y a moyen de donner le micro à des gens qui devraient avoir le micro depuis très longtemps et qui ne l'ont pas. Et ça crée des situations qui pourraient être résolues assez rapidement avec des discussions franches. Et tandis qu'on irait vers une stratégie de consultation en continu des premiers intervenants, moi je mettrais une consultation en continu aussi des patients de leur famille et du milieu social autour des hôpitaux. Je pense qu'il y a des grosses discussions à avoir au niveau des choix de médecine qu'on fait. Pourquoi on n'utilise pas une marche en forêt ou d'apprendre du soleil à l'extérieur avec de l'air frais? Pourquoi on ne mise pas non plus sur une médecine autre que la médecine allopathique, la médecine de trauma, la médecine, je me suis cassé un bras, vite, mettons un plâtre. Ben, cette médecine-là fait une certaine distance, mais ça se peut que l'humain réponde à d'autres sortes de traitements, que certains humains ne répondent qu'à l'allopathique, puis d'autres humains vont répondre très bien à de la médecine holistique, à de la magnétothérapie, à la médecine par le son, par les vibrations, par les fréquences, par les roches, par les fréquences que les roches émettent, par le quartz, des choses qui, de toute évidence, ne sont jamais utilisées dans nos hôpitaux. Les huiles essentielles, quand est-ce qu'on s'en sert dans les hôpitaux? Jamais. Pourtant, est-ce que ça aurait sa place? Peut-être pas toute la place, mais peut-être une place, alors qu'actuellement, c'est même pas discuté. Donc, une consultation en continu permettrait peut-être justement de briser des murs qui actuellement ne servent pas vraiment bien les patients, qui servent la plateforme du Collège des médecins qui, eux, établissent des protocoles qui sont ensuite suivis de manière standardisée à peu près à tous les niveaux de la santé au Québec. Mais au-delà de ce que le Collège des médecins veut amener comme agenda, il y a peut-être d'autres agendas qui conviennent à des gens au Québec qui n'ont pas de micro actuellement pour se faire entendre. Alors, ce serait peut-être important qu'on les entende, parce que ces gens-là financent un système qui ne correspond pas
totalement à leur valeur. Parce qu'il y a du bon dans le système allopathique, mais je pense qu'il y a de la place pour améliorer les choses. Puis je dis ça respectueusement parce que c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre tout savoir. Mais comme on ne peut pas prétendre tout savoir, bien comment est-ce qu'on peut être sûr que le modèle allopathique devrait retenir 100% de notre budget public? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une logique de pourcentage pour refléter les préférences de plusieurs citoyens qui aimeraient entendre parler d'alternatives parfois? Et ça rentre la consultation en continu, selon moi, en continuité avec tous les efforts pour faire de la prévention au Québec. Il y a des synergies à faire fonctionner bien avant que les gens arrivent à l'hôpital. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ça. Ça vous donne des idées pour comparer aux plateformes des autres partis. Des partis qui, dans le cas des grands partis, ont été élus dans les dernières décennies puis qui ont finalement à peu près rien fait. Ce qui a fait évoluer la santé beaucoup, c'est l'informatique, l'automatisation, mais au-delà de ça, les médecins, ils travaillent très fort avec pas mal les mêmes méthodes. Il y a certaines choses qui ont évolué un petit peu, mais pas autant que l'informatique a fait évoluer la santé. Donc, comme l'informatique est en train d'évoluer à pas de géant, la robotique, l'intelligence artificielle, l'automatisation, bien, il faut être capable d'avoir une forme de discussion autant entre nous que collectivement. D'où l'importance d'une plateforme de démocratie directe, parce qu'il va y avoir des décisions importantes qu'on va pouvoir prendre et qui vont avoir un impact majeur sur la façon dont la santé est amenée aux Québécois. C'est une opportunité formidable qu'on a d'améliorer les choses. Alors, je vous en parle, je vous laisse ça. Je sais que vous aimez ça faire des recherches. Je sais que vous aimez ça écouter ce que je dis, mais toujours challenger un petit peu. Allez sur le site de citoyenaupouvoi.ca, citoyen avec un S, n'oubliez pas, c'est tous les citoyens, pas juste un. Et ça vous permet de lire la plateforme par vous-même. Vous allez voir, il y a plusieurs points. Aujourd'hui, je vous ai parlé de celui qui, de toute évidence, concerne absolument tout le monde, celui de la santé. Mais tous les autres points sont importants aussi. Alors, continuez à lire ça, continuez à vous informer. Puis, n'oubliez pas que c'est un principe de démocratie directe avec Citoyens au pouvoir. Donc, si vous avez des bonnes idées, gardez-les pas pour vous. Soyez capable de les amener sur la place publique. Puis les idées, c'est sûr qu'il y a pas mal toutes les idées valables vont être débattues et ils vont faire l'objet de recherches pour voir si c'est une bonne avenue. Et collectivement, on va être capable de gérer notre gouvernement de manière beaucoup plus sereine parce qu'on va travailler avec une ouverture qui n'existe pas présentement. Donc, je vous invite à continuer à faire vos démarches, à vous informer sur la chose politique et sur le Parti citoyen au pouvoir qui vous offre la démocratie directe. Ce serait un immense rayon de lumière pour le monde entier, de voir que la démocratie directe s'établit au Québec. Et ça permettrait au reste de nos frères et sœurs canadiens et canadiennes de comprendre qu'on fait partie d'un tout où ils sont inclus, où on les aime beaucoup. Et finalement, il y a peut-être eu des divisions par le passé, mais quiconque a voyagé dans le reste du Canada sait très bien qu'on a des gens qui exagèrent un peu partout, mais on a surtout des gens qui ont le cœur à la bonne place un peu partout. Donc, je rappelle à nos amis canadiens qu'on pense beaucoup à vous. Et au Québec, on aimerait ça se doter d'une démocratie directe, puis peut-être vous inspirer à en avoir une vous aussi. Parce que, comme au Québec, nous savons ce qui est le mieux pour nous. Lorsqu'on en parle, on est encore mieux préparé à défendre nos idées. Mais au Canada, c'est la même chose. Tout le monde est capable de voir clairement ce qui est devant lui, puis en parler. Certaines personnes sont plus familières que d'autres avec les méthodes de communication, mais en bout de ligne, on a tous intérêt à se faire entendre. Et la démocratie directe, c'est ce qu'elle permet. Donc, ici, au Canada, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, ça va donner peut-être une belle inspiration. Donc, au-delà de s'organiser pour que la santé aille mieux au Québec, d'avoir finalement une opportunité formidable de faire l'expérience de la démocratie directe en santé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Puis ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, vous seriez probablement étonné de voir à quel point les gens qui en font partie de ce réseau-là veulent vraiment que ça fonctionne. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça fonctionne comme dans tous les domaines, mais l'écrasante majorité des gens veulent que ça fonctionne. Donc, donner des outils à ces gens-là, notamment avec la consultation en continu, moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner en société. Puis surtout, le plus beau témoignage de reconnaissance qu'on peut faire pour les gens qui en font partie en disant on est tellement intéressé à savoir ce que tu sais, ce que tu veux nous dire, qu'on te donne un micro puis on veut que tu t'en serves. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit segment-là. Si vous aimez liker, c'est grâce à vous que d'autres gens découvrent ça. Et surtout, partagez si vous êtes capable dans les réseaux sociaux. Et je vous remercie. Bonne journée.